l'histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude. Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. Au petit matin du 10 février 1971, Serge Gousseau et René de Maison partent du refuge de l'Échaud en direction de la face nord des Grandes Jorasses. L'ascension est très difficile, alternant escalade rocheuse et glaciaire. Chaque mètre est gagné avec peine. Les bivouacs sont inconfortables et le froid toujours intense. René déploie tout son talent et son expérience. Les jours se succèdent et la cordée continue de progresser, coûte que coûte. Le 16 février, René sent que Serge commence à faiblir. L'épuisement gagne. Faut-il s'échapper vers l'arête des Hirondelles et ainsi raccourcir l'ascension ? Faut-il renoncer au sommet ? La cordée décide de poursuivre. La progression se fait au ralenti. Mais René ne lâche rien. Piton après piton, mètre après mètre, il se bat comme un lion. Encore une nuit, puis encore un autre jour. Serge souffre de plus en plus. Le sommet se rapproche. Encore une nouvelle nuit. Le temps et les repères s'évanouissent. La cordée vient buter sur un mur raide et lisse. Nous sommes le 19 février 1971. La cordée ne bougera plus, désormais. En bas dans la vallée, l'aura d'invincibilité de René de Maison atténue l'inquiétude des équipes de secours. Pourtant, un vol de reconnaissance est programmé le 20 février. Le mécanicien ouvre la porte latérale. Sans le vacarme du rotor, la cordée serait à portée de voix. Il faut donc communiquer par geste. Le mécanicien lève le pouce de sa main. Vers le haut, vers le bas, tout est OK. René répond par plusieurs gestes. Montre son compagnon doigt tendu. Dans la machine, le mécanicien, mesureux, et le gendarme Monet ont compris pouce vers le haut. Tout va bien donc. Ils redescendent vers la vallée, rassurés. Écoutons un extrait de l'ouvrage de René de Maison, 342 heures dans les Jorasses, relatant cette triste ascension. Glaciale et grise, traversée de courtes rafales de neige arrachées à la cime, c'est l'aube du 11e jour. Tout passe, même la nuit, même la vie. Serge est de plus en plus mal. Ses lèvres, son nez sont gonflés par le froid. Il ne sent rien, ne souffre pas. Il a faim et soif, les vivres sont épuisés. Il ne nous reste plus rien, juste un peu de gaz. Encore un demi-quart d'eau et le réchaud s'arrête. Définitivement. Très doucement, je verse l'eau tiède entre les lèvres de mon compagnon. Je n'éprouve moi-même aucune soif, aucune faim. Mon estomac est serré, dur comme une pierre. Je le sens douloureusement. L'angoisse ne me quitte plus. S'il ne se passe rien aujourd'hui, Serge est perdu. Pourra-t-il seulement tenir encore une nuit ? Que font-ils dans la vallée ? Hier, il faisait beau. Ils ont bien vu que nous étions là, immobiles, bloqués sur cette minuscule corniche. Quelle heure peut-il être ? Est-ce encore le matin ou déjà l'après-midi ? La nuit qui vient est une torture. La cordée est au plus mal. Encore une journée se passe, immobile. Terrassé par mille peurs, René abdique. Les cordes sont coupées. Serge a les mains gelées. Ce sera sa dernière nuit. René est au bord du gouffre. Nous sommes le 22 février. En raison d'un vent violent, les hélicoptères sont incapables de s'approcher. Mais il faudra attendre encore 4 longues journées pour qu'une opération de secours puisse être organisée. Le 25 janvier, 7 jours après l'arrêt de la cordée et 15 jours après leur départ, le dénouement est enfin proche. Un pilote astucieux, Alain Frébault, réussit à poser son hélicoptère entre les 2 pointes sommitales des Grandes Jorasses, dans un secteur moins turbulent.
Rapidement, les équipes de secouristes sont déposées. Gérard de Voissou s'est imposé pour descendre vers René de Maison. 25 février 1971, sur la DZ des Bois, René de Maison descend de l'hélicoptère, seul, hagard. Son pantalon est déchiré, son regard halluciné. Mais il est un homme debout. Jean Franco le prend dans ses bras. Le compte à rebours s'achève après 342 heures de lutte acharnée. À travers son récit, 342 heures dans les Grandes Jorasses, la mort de Serge Gousseau, son compagnon de cordée, est entrée dans la légende de l'alpinisme et devient l'épilogue d'un combat féroce pour gravir en hiver une face parmi les plus difficiles des Alpes. Cette ascension se voulait comme une signature en sol majeur de la carrière de René de Maison, qu'il portera longtemps comme un fardeau de culpabilité. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui? Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass. Bonjour Blaise. Bonjour Jessica. Donc en montagne, accepter de renoncer est délicat. Faire demi-tour ou s'échapper, c'est aussi renoncer à la réussite et à la gloire qui souvent l'accompagnent. S'engager par la force de sa volonté est aussi la marque des grands alpinistes. Mais fallait-il renoncer ce 16 février 1971 ? Alors c'est le cœur de l'histoire de l'aventure de Serge Gousseau et René de Maison. Donc on est en plein hiver, comme on vient de le raconter. C'est quand même l'œuvre majeure de René de Maison. Il a décidé de faire en plein hiver la directissime aux Grandes Jorasses. Donc les Grandes Jorasses, parmi les sommets des Alpes, ça fait partie des 3 grands sommets à absolument faire dans la quête avec le Cervin et l'Eiger. C'est vraiment les 3 grandes faces nord qui ont été l'absolu des alpinistes dans ces années 50. Et il veut le faire en directissime, c'est-à-dire le plus droit possible. Donc il se met le challenge absolu. Et il se retrouve 80 mètres sous le sommet. Il fait encore assez beau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mauvais temps, qui est un élément objectif du renoncement. Il n'y a pas de blessures, ils n'ont pas pris de chute de pierre, ils ont encore un petit peu de ce qu'il faut dans le sac pour faire un peu d'eau et puis continuer. Donc il n'y a pas de raison logistique ou de risque ou de météo au renoncement. C'est le compagnon de cordée qui est le maillon faible. C'est que l'épuisement de Serge Gousseau fait qu'il ne peut plus avancer. Mais il ne peut plus avancer sans le verbaliser, sans le dire. C'est juste que ses mains sont gelées, qu'il n'arrive plus à dépitonner, à enlever les pitons un après l'autre dans les fissures. Il n'arrive plus à suivre, en fait. Mais il est là, il est vivant, il respire, il n'est pas mort non plus. Donc on est dans cet entre-deux, où il faut une immense lucidité, et personne ne pourra jamais juger René de Maison sur cette histoire, parce que qui peut renoncer dans ces circonstances-là ? On pourrait faire un procès en lucidité à René de Maison, mais après autant de journées dans cette face, ça serait une injustice immense. La capacité de renoncement, c'est un sujet majeur dans toute l'histoire de l'alpinisme. C'est pas simple. C'est une équation très compliquée entre son orgueil, son envie de réussir, de franchir son compagnon de cordée et l'environnement. Et comment résoudre de manière simple cette dialectique alors qu'on est sur une petite vire étroite, même pas une vire d'ailleurs, c'est presque une paroi verticale. On est accroché à ce relais, pendu à des baudriers. On est en février 71, plein hiver, moins 15, moins 20 toute la journée, et la nuit encore pire, du vent. Et il faudrait qu'il y ait une forme de lucidité à décider. C'est impossible. Et René de Maison est un être humain comme tous les autres. Il n'a pas cette lucidité de dire que ça va mal tourner. Et donc, il poursuit dans son rêve de réussir ce sommet. Et il ne renonce pas. Et il a cette immense difficulté à demander le secours quand l'hélicoptère va venir en face à face, juste à quelques mètres d'eux, comme une sorte de petite fenêtre d'espérance. Et il ne va pas la saisir. Mais qui peut le blâmer quelque part a posteriori ? Oui, le sommet n'est pas loin, comme vous nous le disiez, il est à 80 mètres, donc il est juste là, il peut le toucher, donc c'est vraiment faire la part des choses entre lucidité et obstination. On est vraiment dans cette dialectique, comme je l'ai indiqué, du renoncement, qui est cette résultante entre l'envie, la polarisation du sommet, l'envie de réussir, et puis les forces en présence, est-ce qu'elles sont encore là ? Et on sait qu'il y a eu tellement d'histoires de montagne où ça s'est passé sur le fil, et ce petit epsilon
qui a été mobilisée. On est vraiment rentré dans la zone rouge du risque maximal, mais ça a réussi. Et il y a des grands alpinistes qui n'ont fait que fonctionner dans ce cheminement vers cette zone rouge-là. On a l'exemple de Christophe Roffi, Pierre Bégin au K2. On a d'autres exemples comme ça dans l'histoire de l'alpinisme, où ils ont franchi cette ligne et ça a marché. Ils ont réussi. C'est pas simple de dire, c'est ce qui distingue l'exploit, parfois au prix de risques insensés, de l'échec et de la mort. Lorsque, dans son lit d'hôpital, donc René de Maison s'interroge sur la lenteur des secours, il dira trop de mollesse et une absence évidente de conviction. On peut aussi se demander, comme les autorités l'ont fait à l'époque, pourquoi il a autant tardé à demander le secours et surtout pourquoi il n'a pas réalisé les signaux conventionnels d'appel au secours. Alors c'est vraiment le point central de l'accusation du procès-verbal de gendarmerie, qui est établi par le capitaine Mollaret après l'événement, bien sûr. Et toute l'accusation se fonde sur l'absence de ces signaux de secours. Donc effectivement, ils ne sont pas faits via ça. Il y a eu des témoins, on a fait parler le mécanicien d'hélicoptère, le pilote qui a quand même gardé le regard sur eux pendant qu'il était en train de piloter. Donc la foi de ces témoignages, on ne peut pas la remettre en question. Les signaux n'ont pas été faits. Et moi, j'avais demandé à René de Maison, quand j'écrivais mon premier livre In Extremis là-dessus, qu'est-ce qu'il avait fait réellement. Et il n'a jamais répondu à la question sur est-ce qu'il les avait fait ou pas. Donc ça dit quand même un peu, ça oriente quand même la réponse. Et la phrase qu'il m'a donnée pour expliquer ça, c'est « ils auraient dû comprendre ». Donc René de Maison, dans cette histoire, renvoie la responsabilité vers l'équipe de secours qui, en observateur extérieur, aurait dû comprendre la situation de détresse de l'accordé, alors même que René de Maison n'a pas encore eu tout le cheminement intellectuel pour arriver à verbaliser son besoin de secours. Et d'ailleurs, Michel Guérin, qui a fondé l'édition Guérin, avait trouvé le mot pour qualifier cette situation de lapsus gestuel. Il n'a pas été capable de verbaliser, de faire ce signal de secours, parce que c'était beaucoup trop douloureux pour lui de renoncer à toute cette construction, cette préparation, ce projet, cet engagement, tous les risques qu'il avait pris aussi pour faire l'itinéraire. Et il n'a pas réussi à le faire, il n'a pas réussi à demander le secours. Et cette phrase-là, ils auraient dû comprendre. Pour moi, c'est une leçon immense. Quand on écoute cette phrase, on doit se dire finalement qu'en tant qu'organisme de secours, en tant que manager, en tant que compagnon de vie de quelqu'un, il faut interpréter les silences. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est rarement la personne qui a besoin du secours qui le demande. C'est très très difficile de demander le secours. On a une immense, moi je parle pour moi en tout cas, en tant que guide, j'ai du mal à dire que je suis en détresse. J'ai mon orgueil, j'ai mon histoire personnelle, etc. J'ai du mal à le dire. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai pris des décisions de quand même sortir différemment de mon pétrin quelque part, et je me suis peut-être rajouté des risques sur le risque plutôt que de demander le secours. Donc c'est pas que de l'orgueil, c'est de la dignité aussi, de dire j'essaie de m'en sortir par mes propres moyens. Et parfois on attendrait presque que quelqu'un vienne nous soulager de cette demande de secours en prenant la décision pour nous. Et ça, c'est valable en général en montagne, mais c'est valable aussi en entreprise pour quelqu'un qui est en burn-out. C'est certainement pas la personne qui est en burn-out qui va venir dire « je suis en difficulté ». Donc on a, dans notre relation aux autres, on a cette obligation d'interpréter les silences, d'être capable de comprendre les non-dits, de comprendre des postures, avant même qu'il y ait des signaux de secours qui soient formellement exécutés pour demander assistance. Ce que vous nous dites peut-être un petit peu ici, c'est que peut-être que le secours aurait dû intervenir ? Ce que je pense dans cette circonstance-là, c'est que de redescendre dans la vallée en disant tout va bien, parce que c'est quand même ça qui a été dit, ça veut dire qu'il y avait une incompréhension profonde. Il n'y a pas eu la capacité à se mettre à la place d'eux. Il n'y a que les gens à l'intérieur d'un hélicoptère qui sont bien au chaud, qui en 10 minutes ont fait le vol, redescendent à la DZ, partent de la civilisation, vont en montagne, mais restent quand même derrière une verrière. Là, c'était une alouette à l'époque, donc c'était une grande verrière de plexiglas, donc on est protégé. Si on ne se met pas à la place d'eux, si on ne se met pas à la place de l'accordé, si on ne se met pas... évidemment, on ne peut pas rien interpréter. Et le métier d'une équipe de secours, c'est d'interpréter les signaux faibles, les petites choses qui sont des indices qui vont dire là, on va intervenir de manière préventive, quitte d'ailleurs à aller vers eux, et là, de Maison dire mais non, moi j'ai pas besoin du secours, ils le verbalisent et on les laisse continuer. Mais en tout cas, on doit vérifier s'il y a un doute. Donc peut-être que dans cette histoire,
et j'en fais pas le procès à quiconque, mais c'est juste une des leçons, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'aller au bout de l'indice, de l'intuition, de se dire il y a peut-être une situation de détresse, on va la vérifier, on va au bout, même si la personne qui est là, c'est René de Maison, c'est un grand guide très célèbre qui a une réputation d'être invincible, d'être un rock dans ses activités, mais peut-être ce jour-là, c'est différent, ou si c'est pas lui, c'est son client, ou si c'est pas lui, c'est son compagnon de cordée. Et ça fait partie finalement d'une approche presque prospective, presque de la mentalisation de la détresse de l'autre, sans attendre une formalisation, un appel de détresse par un téléphone portable, par des signaux conventionnels. Et je pense qu'aujourd'hui, le PGHM, dans sa pratique opérationnelle, fait de l'anticipation par rapport aux situations de détresse et préfère prévenir que guérir, quitte d'ailleurs à avoir un dialogue avec la personne qui n'a pas vraiment besoin du secours. Et puis voilà, on se retire, et puis, mais en tout cas, on a vérifié que tout allait bien. Donc René de Maison a été accusé d'homicide volontaire. Comment a-t-il pu vivre avec la culpabilité de ne pas avoir tout tenté pour tenter de sauver son compagnon de cordée ? Alors, on ne peut pas dire qu'il n'a pas tout tenté, parce que toute cette course, il ne fait que se battre tous les jours, du matin au soir, du soir au matin, pour que la cordée aille en haut. Et il a tout fait pour aider Serge Gousso. Il a été un très bon compagnon de cordée. La seule chose qu'on peut effectivement lui reprocher potentiellement, mais comme je l'ai dit, c'est très difficile, c'est de ne pas avoir formalisé un appel de secours. Mais donc je pense que lui, en son fort intérieur, il sait ce qu'il a donné dans toute cette bataille de ces 342 heures dans la Grande Jurasse avec Serge Gousso. Donc ça, je pense qu'il a sa conscience tranquille par rapport à son engagement physique. Mais il y a la dimension morale. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, et je pense qu'il a porté toute sa vie la responsabilité morale de cette histoire. D'ailleurs, moi, j'ai eu des moments où je l'ai écouté. Il était intervenu lors de l'Ice Festival à l'Argentière-l'ABC dans les Alpes du Sud, où il avait été dans une sincérité par rapport au fait que ça avait été un fardeau toute sa vie durant. Donc, je pense qu'on n'efface pas ces histoires de vie. Il y a une forme d'intensité de l'expérience de la montagne, et chaque fois qu'on s'encorde avec quelqu'un, on s'encorde dans une intensité relationnelle absolue, à la vie, à la mort, c'est un espèce de pacte chevaleresque. Et quand on a perdu son compagnon de cordée, c'est un marqueur indélébile de son existence. Donc, au-delà du pénal, je veux dire, du cirque des hommes, de la culpabilité pénale, ce qui était le plus lourd à porter probablement, c'est sa conscience de cette histoire-là. Et plus que du regard des autres. Mais il a eu quand même beaucoup de mal au début à assumer ça, parce qu'il a beaucoup attaqué les secours, le retard, etc. Il était beaucoup en défensif. Mais au fil des années, il a de plus en plus été clair sur sa part de responsabilité à prendre en tant qu'homme. Et c'est une grande histoire à cause de ça. Et quels enseignements pour vivre la montagne aujourd'hui ? La question que met en lumière l'histoire de Gousso de Maison, c'est ce qu'on a évoqué au départ, c'est cette question du renoncement. Elle est super compliquée. Elle opère dans quasiment toutes les histoires. Des histoires un peu dramatiques. C'est valable pour Elisabeth Revol. À quel moment je fais demi-tour, à quel moment je pousse plus loin. Et quand je pousse plus loin et que ça se passe mal, on bascule dans une autre histoire. Donc on est sur ce fil. En fait, on est vraiment sur la question d'être sur cette arête entre le choix d'y aller et de renoncer. Et c'est peut-être cette forme-là qui est la plus absolue et qui ne peut pas se déléguer, qui ne peut pas se sous-traiter. C'est une intensité de la montagne où, en fait, on est dans des moments où on est obligé de décider. On continue et on va en payer le prix. C'est pas quelque chose qui s'applique à d'autres, en fait. On ne prend pas une décision qui s'applique à d'autres, elle s'applique à soi-même et à son compagnon. Et c'est une décision qui est extrêmement lourde. Donc c'est la décision de l'histoire de l'alpinisme qui est la plus délicate. Merci Blaise. Merci Jessica. Learn from altitude. Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir. L'ouvrage illustré, Une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.